Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Hub, l'émission qui décrypte les actualités tech de l'Effray. Je suis Côme Fradetal et si vous ne me connaissez pas, c'est normal puisque je remplace l'animatrice historique de l'émission, Laure, qui nous a quittés pour des nouveaux projets personnels. Si elle est dans le chat en ce moment ou si elle nous regarde en replay, on l'embrasse bien évidemment en espérant qu'elle va bien. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de cybersécurité et plus particulièrement de piratage informatique éthique, avec cette question qui nous anime tous aujourd'hui, qui est de savoir si oui ou non le hacker éthique est chic. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir des personnes qui le sont assurément chic, Antoine et Lucas. Comment ça va, messieurs ? Très bien, et toi? Bah écoute, super, je suis ravi de vous avoir. Antoine, comment tu te sens ? Ça va bien. Super, ça va très bien se passer. Antoine, donc tu es étudiant en troisième année à l'Effray et tu as l'importante charge de présider l'association Cet Effray qui organise des compétitions de CTF pour Capture the Flag. On y reviendra tout à l'heure. Lucas, toi, tu es connu sous le pseudonyme de Bitka. Tu es un hacker éthique qui aujourd'hui représente la plateforme Yes We Hack. Pour cette plateforme aussi, on aura grande joie d'apprendre comment elle fonctionne. Mais avant cela, avant de se concentrer sur le métier de hacker éthique, on va s'intéresser à la vie fantasmée du hacker et ce qu'il évoque dans notre culture populaire. Effectivement, le hacker aujourd'hui est une figure controversée, voire fantasmée, et cela part d'origines qui sont très anciennes. Le mot hacking vient du verbe to hack, qui en anglais veut dire découper ou couper un objet en petits morceaux avec une très grande violence. Ce terme, il a beaucoup évolué depuis, notamment avec l'émergence du numérique, où aujourd'hui, il veut dire entrer illégalement dans un service informatique. On comprend donc que l'illégalité aujourd'hui est quelque chose qui entoure la figure du hacker. Et cette illégalité, on la retrouve énormément dans la culture populaire, notamment dans la fiction, avec des hackers qui peuvent représenter grosso modo ce qu'on peut appeler des méchants, mais aussi des héros comme par exemple Neo dans la trilogie Matrix, Wasp dans la saga littéraire Millennium, ou encore Mr. Robot dans la série éponyme. Ces héros, ils sont plus ou moins stéréotypés, ils ont plus ou moins les mêmes attributs. Ce sont des personnes très introverties, qui sont extrêmement brillants et qui sont très engagés politiquement, presque anti-système. Lucas, première question que j'ai envie de te poser, c'est comment on explique un peu, selon toi, le développement de cette figure du hacker qui peut-être finalement n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui dans la réalité ? Ce qui est marrant avec la figure du hacker, c'est qu'au départ, la figure de nerd et tout, c'était quelque chose de très moqué, surtout dans les contenus américains. C'était un peu c'est l'insulte, etc. Ce qui a finalement, au bout d'un moment, les gens se sont rendus compte que finalement, beaucoup de gens avaient leur petit côté nerd à eux, leur série un peu inavouable, leur passion, ce qui leur prend du temps. Ouais. Finalement, les gens ont juste arrêté de s'en moquer. Et maintenant, il y a un peu un changement avec un peu ce côté nerd qui revient un peu en côté chic. Et cette tendance qui s'inverse un peu, etc. Peut-être grâce à ces films-là et à cette représentation-là. Ok. Donc c'est stylé aujourd'hui d'être hacker. Peut-être pas jusque-là. Antoine, qu'est-ce que tu en penses ? Ça dépend. Enfin, ça dépend aux yeux de qui, mais il y en a qui trouvent ça stylé, ouais. Ok. Ouais. Et toi, là, je parlais de Matrix, de Mr. Robot. Est-ce que toi, c'est des références qui te parlent ? Pas trop, ou est-ce que tu en as d'autres aujourd'hui qui te paraissent plus intéressantes dans la fiction ? C'est des références qui me parlent, mais c'est des
c'est très stéréotypé et Ouais. c'est pas forcément des choses qu'on retrouvera dans la réalité. Ok, C'est très, stéréotypé, genre c'est par très, rapport à leur personnalité. hollywoodien. Ok, C'est très forcer les traits et dire oui, on a réussi à hacker tout ça, c'est incroyable. Alors que dans la réalité, c'est plus complexe Ouais. que ce qui est montré dans les films, dans le cinéma. d'ailleurs, Lucas, une question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que c'est hacker un service informatique, puisque finalement, ça pourrait prendre beaucoup de sens. On a l'impression que c'est des énormes opérations informatiques, mais j'imagine qu'il y a des choses beaucoup plus simples. Bah, hacker, ça va dépendre de ce qu'on entend, ça va dépendre des serveurs, ça va dépendre des targets, ça va dépendre aussi du hacker et chacun. Ça peut être remplir un objectif. Toi, tu disais que hacker, c'était forcément s'introduire dans. Ça avait un côté illégal de s'introduire dans les systèmes de formation, des choses comme ça, mais pour moi, hacker, c'est aussi un côté créatif. Ok. Le terme original, c'est pas juste cette partie illégale-là. Ouais. Pour moi, c'est le côté de. C'est plus un sens de transformation et d'arriver à prendre de l'information, à en faire autre chose avec. Donc parfois, ça se convertit en un bug et un bug exploité de manière artistique, on va dire, Ouais. pour arriver à entrer dans un système d'information. Mais ça peut aussi être des choses des fois beaucoup plus simples. Il n'y a pas forcément besoin de. Il n'y a pas qu'une seule décision de c'est hacké, c'est pas hacké, etc. Ok. Ça va dépendre des gens, quoi. Donc on le comprend, la figure du hacker à la base peut être controversée, mais finalement elle est beaucoup plus large que ça. Et aujourd'hui, il y a une classification des hackers qui existent. On a d'abord donc les black hats, donc qu'on pourrait considérer comme des hackers mal intentionnés qui agissent de façon complètement illégale. On a les grey hats, qui sont des personnes, je ne sais pas ce que vous pensez de la définition, mais peut-être on pourrait dire des personnes bien intentionnées dont le mode opératoire est peut-être discutable. Oui, qui peuvent parfois agir dans l'illégalité pour faire des choses qu'ils pensent être bonnes. Ok, ça te va? Ouais. Ok. Et les white hats, donc ces fameux hackers éthiques qui sont des personnes qui mettent à disposition d'institutions de façon transparente et en toute légalité pour renforcer leur cybersécurité. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, on va essayer de se confronter à un peu de pratique. Et donc, je vous propose qu'on se fasse un petit jeu tous ensemble où je vais vous demander à vous qui êtes dans le chat. On va vous présenter plusieurs organisations ou plusieurs hackers, il va y en avoir 3, et on va vous demander si selon vous, ce sont des black hats, donc criminels agissant dans l'illégalité, des grey hats, donc personnes qui sont finalement entre deux eaux, ou des white hats. Et ensuite, on aura l'avis de nos experts aujourd'hui qui vont trancher, même si ce sera peut-être un peu compliqué, sur ce sujet-là. On va commencer avec le premier sujet, le premier exemple qu'on a, qui est Anonymous, donc le fameux collectif international de hackers qui défend la liberté, notamment d'expression partout dans le monde. Je laisse le chat nous donner son avis sur cela, et ensuite on va avoir l'avis d'Antoine et Lucas là-dessus. Alors, on a une première réponse Black Hat, avec l'idée aussi de activiste. On n'en a pas parlé, mais c'est intéressant de savoir. Oui, j'ai oublié de vous dire, effectivement, il y a de nombreux cadeaux à gagner par rapport à ce jeu. On a des magnifiques AirTags, un livre sur les bitcoins et les crypto-monnaies, et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté d'un kit pour... Alors, je ne me rappelle plus le nom exactement, c'est un kit de... Crochetage. Crochetage, excusez-moi. Ça ne m'arrive pas souvent d'en avoir avec moi. Voilà, et on revient au sujet qui nous anime. Messieurs, Anonymous, qu'est-ce qu'on en pense? On a vu dans le chat du Black Hat, notamment du Grey Hat plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, c'est difficile de définir qu'est-ce que Anonymous, parce que par définition, n'importe qui se revendique en tant qu'Anonymous en fait partie, et à l'inverse, on peut décider de ne plus en faire partie, etc. Donc, même mettre le concept d'Anonymous dans un seul groupe, je trouve ça complexe, difficile de juger. Ouais. Après, il y a eu beaucoup d'attaques que j'ai trouvées qui sont plus souvent par opportunisme que
que par vraie conviction. Ok. T'as des exemples, tu te rappelles J'ai pas d'exemple exact en tête, mais c'était des attaques où on se dit ah ouais, ils ont dû trouver quelque chose là, et du coup l'histoire, pourquoi faut les mettre dans les méchants, arrive un peu après. Ouais. Mais il y a des trucs avec lesquels je suis d'accord sur des idées, des choses comme ça, donc c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce qu'on a le seul métier à devoir se diviser entre Black Hat, White Hat et Grey Hat? Ouais. Oui, les limites sont très fines. Et qu'est-ce que vous diriez, Antoine, t'as envie de les mettre dans quoi? J'hésite entre Grey Hat et Black Hat parce que ça dépend, enfin ça va dépendre des personnes dans le groupe parce que Black Hat ce serait purement mal intentionné, mais en même temps il y en a qui sont là pour défendre des idées, c'est de l'activisme. Qui sont des idées bonnes, par exemple quand ils ont attaqué le site de la police de je sais plus quel état des États-Unis parce que pendant le mouvement Black Lives Matter justement l'idée est juste, mais la méthode est plus discutable. Donc on serait dans Grey Hat aussi. Allez, on va se dire Grey Hat. On passe au deuxième exemple, qui est Logbit. Donc là, on passe l'océan Atlantique pour aller chez nos amis russophones, avec ce collectif qui s'est fait connaître pour ses attaques très importantes provenant du bloc ex-soviétique et qui est à l'origine du ransomware éponyme. Est-ce que vous pourriez, messieurs, expliquer ce qu'est un ransomware et expliquer en gros comment ce groupe se distingue de Anonymous? Un ransomware, ça va être un malware donc, qui va s'exécuter sur votre ordinateur. Et au lieu de juste, on va dire, corrompre votre PC ou de prendre contrôle à distance. Donc on parle d'un logiciel malveillant, c'est ça? Un logiciel malveillant, ouais. Ok. Le logiciel va va récupérer tous vos fichiers, les chiffrer. Donc ils seront impossibles à lire sans une clé. Et ils vont demander une rançon contre cette clé-là. Ok. Et quand c'est bien fait, il n'y a vraiment pas de moyen de récupérer les fichiers, sauf une erreur de leur part, quoi, si les maths sont correctes. Ok. Et on n'est pas sûr, une fois qu'on a payé, d'avoir la clé non plus, quoi. Ok. Donc là, on parle d'un groupe qui, de différentes façons, intègre des logiciels malveillants dans des organisations et demande des rançons par rapport à ça, c'est ça? C'est ça. Ok. Bien, je vais laisser le chat, il y a déjà pas mal de réponses. On est plus sur du Black Hat. Il n'y a visiblement pas trop de débat à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on en pense, Lucas et Antoine? Ouais, moi j'ai Black Hat. Je dirais Black Hat aussi. C'est des raisons purement pécuniaires. Voilà, c'est ça. Purement générer de l'argent et malveillant. Puis on peut, de mon point de vue, peut-être que de leur point de vue, ils font ça de manière... De leur point de vue, peut-être qu'ils se trouvent à cœur éthique. Peut-être. En tout cas, nous sommes là pour juger d'ici leurs actes et visiblement la communauté a parlé, ce sera Black Hat. Et on finit par un dernier exemple, un petit troll qui est Mark Zuckerberg, puisqu'effectivement Mark Zuckerberg, avant d'avoir fondé Facebook, s'est fait connaître en inventant ce qu'on pourrait presque considérer comme l'ancêtre de Tinder, puisqu'il avait récupéré illégalement les photos des filles étudiantes de Harvard pour les classer. Évidemment, chose pour laquelle il s'est fait reprendre par l'administration de Harvard assez sévèrement. Qu'est-ce qu'on en pense côté chat de Mark Zuckerberg? Est-ce qu'on pourrait le considérer dans ce cadre-là comme un hacker? Et si oui, de quelle façon? Alors, je vois en théorie Black Hat, car pour son intérêt et sans autorisation, effectivement, c'est entendable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est du hacking? Déjà, c'est une première question. Ça dépend. Si c'était pas prévu que quelqu'un ait accès à ces photos de l'extérieur de l'école sans autorisation, oui, même s'il n'y avait rien à faire. À partir du moment où on a enfreint du coup cette sécurité attendue, je dirais que oui, il y a hack. Après, est-ce que c'est très technique? Je ne pense pas. Est-ce que c'était Et donc c'est illégal? Ça mérite d'en parler autant. C'est illégal ce qu'il a fait. Ou en tout cas,
d'un point de vue éthique, c'est... Je pense que le débat il est plus côté éthique vraiment. que côté... Okay. débat, non, même pas. Mais... Il y a un débat moral comme de toute façon à chaque fois. Donc comment le catégorise-t-on? Est-ce qu'on considère que Mark Zuckerberg est peut-être le plus grand black hat du monde par rapport à ça? En black hat. Tu le mets en black? Ouais. Antoine? Je suis hésitant entre grey et black, mais je pense que je vais me ranger... Je vais dire Black Hat. Ok, et ben on valide la réponse Black Hat. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. C'était très sympa. Et maintenant, on va s'intéresser plus en profondeur au sujet du hacker éthique. Derrière cette vie fantasmée et controversée, c'est un métier d'utilité publique. Un métier d'utilité publique. Pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, on assiste à l'échelle planétaire à une explosion de la cybercriminalité et à l'explosion des cyberattaques. Aujourd'hui, la cyberattaque est presque devenue un fait ordinaire. Selon l'assureur dont j'ai noté le nom, Hiscox, la moitié des entreprises françaises ont signalé en avoir fait l'expérience, avec un nombre d'attaques moyen de 3 par an. Vous allez voir à l'écran que l'assureur Allianz, de son côté, énorme assureur mondial, considère la cyberattaque comme le principal risque au monde pour des entreprises, et cela depuis plusieurs années. Lucas, comment on explique cette explosion des cyberattaques? Est-ce que c'est parce qu'il y a aujourd'hui plus de black hats, ou alors est-ce que c'est aussi plus simple maintenant de produire des cyberattaques? Je dirais qu'il y a même plus de surface d'attaque en fait. C'est-à-dire que le passage du Covid a fait que beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas très numérisées sont devenues très rapidement. Ouais. Et qui veut dire s'installer très rapidement, on prend un peu les solutions, des solutions rapides à installer, des solutions qui vont vite, et on passe pas forcément tant sur la sécurité, parce que la sécurité, tant qu'on se fait pas attaquer, on a l'impression que tout va bien. Et c'est juste le jour où il y a un accident que d'un seul coup on se rend compte que ne pas avoir investi avant, c'est le problème, et que c'est souvent un peu trop tard, quoi. Et malheureusement, quand tout se passe bien, tout se passe normalement, et ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux qu'avant ou après avoir mis en place cette sécurité. Donc, selon toi, en fait, il y a déjà un problème dans la façon dont les entreprises sécurisent leurs données de base. En fait, il y a souvent des choses qui sont faites pour mettre en place la sécurité. Les entreprises vont prendre ça au sérieux, vont faire une mission, mettre tout à jour, et se dire c'est bon, on est sécure. Sauf que la boîte, après, les années d'après, elle continue d'évoluer, elle continue de grandir. Okay. Les choses qui sont à l'intérieur changent, mais vu que c'est pas leur corps de métier d'informatique, ils ont juste quelques PC pour gérer l'industrie ou pour gérer quoi que ce soit d'autre. Et cette sécurité qu'on a l'impression d'avoir fait ça correctement, en fait, elle est déjà plus d'actualité, et il faut encore se remettre à jour, etc. Vu que c'est un combat permanent. Ok, avec des attaquants qui s'adaptent aussi. C'est ça. Et c'est des attaques qui vont être faciles pour l'attaquant de reproduire la même attaque sur plein de sociétés. Finalement, une fois qu'on a une attaque qui fonctionne, autant la tester de partout et voir ce qui colle, et voir à quel endroit ça a marché, plutôt que de se focaliser sur une seule cible en particulier. Ok, donc il y a un terrain qui est énorme aujourd'hui. En fait, on peut attaquer n'importe quelle entreprise, n'importe quelle institution, et il y a des moyens d'envoyer des attaques qui sont énormes. C'est ça, c'est le coût de l'attaquant de réaliser sa première attaque va être très cher, mais après de la reproduire, c'est quasiment gratuit, quoi. Ok. Et donc, toi, tu es ici pour parler donc de la plateforme Yes We Hack. Donc Yes We Hack, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle offre à des entreprises, ce qu'elle permet de faire pour renforcer sa cybersécurité, et surtout en quoi ça se différencie de peut-être d'entreprises spécialisées dans la cybersécurité qui vendent des logiciels ou autres? C'est quoi Yes We Hack? Oui, Yes We Hack, on a une plateforme de bug bounty. Okay. Et le bug bounty, le concept, ça va être de dire pour les entreprises qui sont ouvertes aux hackers, ils pensent que les hackers peuvent les aider à renforcer leur sécurité. Donc ce qui va se passer, nous, en bug bounty, on va contacter les entreprises, elles vont s'inscrire sur notre site. Sur notre site, on va essayer d'élaborer avec elles une liste d'assets qu'elles veulent tester, définir des ranges de récompenses pour chaque asset. Si un hacker arrive à hacker ça, à voler telle information, on va la récompenser telle ou telle somme. Une fois qu'ils ont créé un peu cette grille-là, nous, on va exposer sur notre site donc, cette grille de récompenses, inviter notre communauté de hackers qui est déjà là, qui nous suit depuis déjà des années. Combien de hackers? 70 000, je crois, inscrits sur la plateforme maintenant. C'est énorme. Ouais.
Et du coup, on va inviter ces hackers-là à venir tester l'entreprise. Okay. Quand eux vont trouver des bugs, donc ils vont décrire sur le rapport comment ils ont trouvé le bug, comment reproduire le bug pour être sûr de valider que ça soit correct. Et une fois qu'il y a tout ça qui est fait, nous, notre équipe, on va vérifier que ça soit valide. On transmet ça aux équipes de développeurs de l'entreprise qui s'est fait pirater. Ils corrigent. Nous, on demande après aux hackers de vérifier que le correctif est bon. Et après, on peut fermer ce ticket-là. Et ils sont récompensés en fonction de... Les hackers sont récompensés en fonction de l'impact du bug. Ok. Donc, en gros, on a en fait, les entreprises avec lesquelles vous travaillez, ouais. Elles ont un programme qui est ouvert toute l'année. En fait, c'est un espace en fait où ils vont justement montrer un peu leur part du contrat, de dire nous, on est ouvert à que vous veniez tester, on ne va pas vous poursuivre en justice, on vous autorise à le faire parce que normalement c'est pas autorisé par défaut. Et on est même prêt à vous récompenser différentes sommes, donc ça peut aller de 500 à 50 000 euros pour un bug. Donc vous mettez en relation votre communauté d'hackers avec des entreprises qui proposent aujourd'hui donc des programmes de bug bounty. On a d'ailleurs en visuel l'ensemble des programmes que propose Yes We Hack. Alors, ce qu'on a vu en visuel, je pense que c'est les programmes publics uniquement. Ouais. C'est-à-dire que nous, quand ils vont rejoindre la plateforme, ils vont avoir le choix entre public ou privé. Ok, on le commence à voir à l'écran, super. C'est ça, parce que quand on vient tout juste de penser à la cybersécurité, on n'a peut-être pas envie d'être exposé à 70 000 hackers, ça peut faire un peu peur à beaucoup de monde. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de venir à plus petite échelle, donc d'inviter, je sais pas, une cinquantaine, une centaine, 200 hackers à venir hacker chez eux pour commencer. Et après, de plus en plus augmenter ce nombre jusqu'à ouvrir en public. Parce que l'avantage du programme public, c'est que vous avez 70 000 hackers qui ne vont pas tester tous en même temps, au même moment, mais c'est des tests qui vont être en continu. C'est-à-dire que si vous changez votre code sur votre site web dans la semaine, il y a des chances qu'un autre hacker soit passé à ce moment-là, parce qu'ils détaillent qu'il y a eu des changements, aller vérifier d'autres choses. Et c'est vrai d'avoir ce suivi un peu toute l'année. Donc on le voit, il y a énormément de programmes, hein, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a énormément. On voit des entreprises très connues, vous avez à l'écran Doctolib, on a vu Deezer, il y a Quant, donc c'est quand même des acteurs très importants. On a vu le gouvernement français et même Yes We Hack, fun fact, c'est assez intéressant. On va aller sur Doctolib pour un peu regarder comment se structure leur programme de bug bounty. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, une page de bug bounty, ça ressemble à ça. Donc, on a une courte description de l'entreprise au début qui présente plus de manière générale. En dessous, on va avoir déjà des premières grilles de tarifs pour savoir sur quel ordre de récompense on va remonter un petit peu. Ouais, si la régie, vous pouvez remonter un peu sur le début. Ouais, super. On a une petite grille de tarifs où on va savoir à peu près à quel niveau on peut s'attendre pour les récompenses en fonction des bugs qu'on va trouver. En dessous, on a des stats d'activité. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant que hacker, je peux venir voir et dire « Ok, c'est un programme qui répond vite, qui prennent ça au sérieux. Est-ce qu'ils ont eu beaucoup de rapports depuis le droit d'ouverture? Est-ce qu'ils en ont beaucoup en ce moment, avant, etc. » Ça donne une vague idée, même sans savoir ce qu'il y a comme bug, parce que c'est là-dessus que j'ai envie de travailler. En dessous, on va voir les règles du programme. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont intéressés, quelles sont les règles que je dois suivre déjà pour les tester leur sécurité, et qu'est-ce qu'ils sont intéressés pour moi de chercher. Parce qu'il y a peut-être des catégories de bugs qui ne intéressent pas du tout, il y a des choses qui intéresseront plus. Des scénarios spéciaux pour lesquels qu'eux ils ont imaginé qui serait le scénario de catastrophe pour eux. Ils vont demander de voir si c'est faisable ou pas. Et du coup, en fonction de tous ces grilles-là, moi je sais ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Je n'ai pas le droit d'aller tester tout et n'importe quoi parce qu'il y a cette page de bug bounty. Okay. Il peut y avoir des limites, ils peuvent nous demander de poser un indicateur dans toute nos requêtes HTTP à chaque fois qu'on va visiter le site web. Juste pour eux, en cas d'alerte, ils puissent se dire « Ok, c'est quelqu'un qui vient du site, on a été bon de le détecter, mais maintenant, ça nous rassure, on n'est pas obligé de déclencher toutes les procédures d'alerte. » Okay. 3 petites choses à respecter comme ça. Et donc, du coup, le hacker, et tu le disais tout à l'heure, le hacker qui choisit je ne sais pas si on dit postuler ou qui choisit de s'attaquer, en tout cas, à ce processus-là, lorsqu'il a fini son travail, c'est vous qui allez regarder ce qu'il a fait, c'est vous qui allez dire à l'entreprise, oui ou non, il a fait le job, ça correspond à tel level. Alors, voilà, en fait, il n'y a même pas de moment où il a vraiment fini, parce que ça va être on va trouver des bugs en continu. On ne va pas faire un rapport à la fin d'une semaine comme on fait sur un pentest. Ok, d'accord. Là, la différence, c'est qu'on va faire des rapports à chaque bug qu'on trouve. Donc, je trouve un bug, j'arrive à exfiltrer par exemple des données d'une base de données. Je vais faire mon rapport de bug, expliquer tout comment il faut faire le plus précisément possible. Le bug, nous, il va être reçu par nos équipes de triage.
L'équipe de Tri-Edge vont essayer de reproduire toutes les étapes du bug, valider que ce qu'il nous raconte, ce soit vrai, qu'il ne soit pas en train d'essayer d'inventer pour essayer de se faire payer sur des trucs qui n'existent pas, qu'il ne soit pas tombé sur un cas hyper particulier, qu'il ne soit pas rendu compte qu'il s'est hacké tout seul et que c'est des cas que c'était prévu par l'application. Une fois que tout ça c'est validé, nous on va donc dire à l'entreprise, bah voilà, le bug on pense qu'il a tel impact. Si on s'applique par rapport à votre grille de paye qu'ils ont défini eux-mêmes, même avec notre aide, mais qu'ils ont défini eux-mêmes, on vous dit que vous devriez payer à peu près dans ces eaux-là. Et après, ceux qui ont le dernier mot sur les récompenses et sur la suite. Et vous êtes combien en interne pour faire tourner tout ça? On doit être 120 maintenant chez Yeswag. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme et on peut aussi voir si la régie peut passer sur la page Activity, on va aller regarder le nombre d'opérations qui a eu lieu par exemple aujourd'hui. On voit que c'est énorme. Là, vous voyez qu'on a... Lucas, je te laisse la parole. Ouais, là, on peut regarder la date de l'activité, mais tout ça, c'est des bugs qui ont été remontés aujourd'hui. Donc, si on demande à des gens de chercher, on finit toujours par trouver des petites failles, quoi. Ouais, donc on a énormément... Vous mobilisez énormément de hackers qui travaillent en fait... quasi en continu sur énormément d'opérations. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ces hackers, il y a un système de classement. On va le voir si la régie peut passer sur la page ranking, avec du coup pour voir en fait qui sont les hackers les plus performants. Ça, c'est pour l'ego, ça? Il y a un peu pour l'ego, ça encourage. Nous, ça nous permet aussi de savoir donc, qui sont les hackers, non seulement qui trouvent les meilleurs bugs, mais aussi les plus actifs. Ouais. Parce que si on doit shortlister des hackers pour aller sur un programme où il n'y a pas beaucoup de place, on va avoir envie d'avoir des personnes qui sont actuellement actives sur la plateforme et pas en train de faire une pause pour X ou Y raison. Okay. Donc ça peut nous permettre un peu d'avoir des stats là-dessus, mais aussi pour l'ego, je sais que pour il y en a qui s'en servent pour leur CV, parce que des fois expliquer qu'on a eu une période de trou, parce qu'on me disait ouais mais j'ai fait du bug bounty, ça peut dire juste une bonne excuse pour avoir rien fait ou avoir justement dire bah voilà j'étais premier du classement sur ce quarter-là chez Yeswag. Ça peut aussi montrer un certain talent, quoi. Ok. Antoine, ça te tenterait un jour d'être en haut du scoreboard? Ce serait tentant. Ouais. Après, c'est quelque chose que tu envisagerais, toi, de faire du bug bounty, ouais? Ouais, carrément. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps, mais quand je pense après mes études ou quand j'aurai des moments plus libres, ouais, carrément. Parce que j'imagine que c'est un bon moyen pour de jeunes hackers de tester leurs connaissances, de monter en compétences. C'est un bon moyen pour monter en compétences, mais aussi plein de personnes où leur métier c'est de faire du pentest, de l'audit, et que le soir, un soir ils n'ont rien à faire, ils testent 2-3 trucs et ça fait du coup de l'argent en plus, quoi. Okay. Donc il y en a beaucoup qui ont ça en plus de leur métier principal. Ah ok, c'est quelque chose de commun? Il y en a pas mal. Il y en a aussi qui font ça à plein temps. Il y en a qui font juste ça de temps en temps. Ça payera le week-end, ça payera les vacances, sans pour autant en vivre, mais se dire, plutôt que de passer 2 soirées à faire un CTF ou à regarder un film, je vais faire un peu de hacking. Et si j'arrive à trouver quelques bugs, on peut arriver vite à 500 €, quelque chose comme ça. Et... Toi, t'en as fait? J'en ai fait pas mal. J'en ai vécu pendant une année. Ouais. Et t'étais à plein temps ou c'est quelque chose que tu faisais à côté d'un autre travail, comme tu disais? Moi, je faisais que ça cette année-là. Ouais. Mais après, est-ce que j'étais là plein temps? Je sais pas. C'est juste quand j'arrive à faire mes récompenses pour le mois, je me dis c'est bon, j'ai fini mon mois, je peux faire autre chose. Okay. Comme ça, après, c'est des hauts et des bas et ça peut être stressant aussi. C'est-à-dire qu'on a des grosses récompenses qui peuvent tomber, mais parce que pendant longtemps, il n'y a pas de récompense. Et du coup, il faut savoir équilibrer un peu tout ça. Okay. Pas se laisser emporter aux premières récompenses en se disant c'est bon, l'argent est infini. On vient de voir du coup à quel point en fait les opportunités pour un hacker éthique sont importantes pour se former à travers le bug bounty. Et maintenant, on va s'intéresser à tout le volet formation académique et c'est tout de suite. On vient de le voir avec Yeswag, il y a de plus en plus d'entreprises qui se spécialisent en cybersécurité, quel que soit leur domaine. Et Yeswag est un très bon exemple sur le côté bug bounty. Lucas, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le marché de la cybersécurité, pour un étudiant, c'est un marché attractif? Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres? Est-ce qu'il y a une demande
aussi qui est là. Est-ce que c'est aussi rémunérateur pour un étudiant de se lancer là-dedans comme carrière? Je pense que de toute façon, l'informatique en général est déjà une branche où il y a déjà pas mal de recrutement, mais encore plus quand on a sa spécialisation qui est vraiment de niche, comme la cybersécurité. On va se retrouver avec finalement peu de personnes qui sortent des écoles et pas mal de demandes, beaucoup de postes, quoi. Ok. Donc non, je pense que c'est encore il y a de l'avenir. Il y a de quoi faire. Il y a encore de quoi faire. Ouais. Ok, bon, top. Antoine, j'imagine que c'est une bonne nouvelle pour toi. Oui, carrément. Est-ce que toi, quand tu as postulé à l'EFRAY, est-ce que tu avais déjà cette envie de faire de la cybersécurité? Ça devait bien faire au moins 2 ans que je savais que j'avais envie de faire de la cyber quand je suis arrivé à l'EFRAY. Okay. C'était vraiment l'objectif final. Ok. Et côté formation à l'EFRAY, du coup, est-ce qu'il y a un programme particulier qui t'attire? Ouais, alors pour l'instant, je suis encore dans la partie généraliste de la formation. Oui, parce que tu es en 3e année. Ingénieur à la fin de nos études. Mais je rentre du coup en majeur cybersécurité l'année prochaine. Ok, c'est sûr? C'est fait? C'est pas encore fait. Pas encore fait. Mais c'est bien d'avoir la confiance. On attend les résultats, mais je pense que ça va le faire. Ouais. Ok. On peut voir d'ailleurs, si la régie peut nous afficher les différents programmes qui existent aujourd'hui en cybersécurité pour l'EFRAY. Il y en a plusieurs, que ce soit sur des programmes BTS, Bachelor, Master et Grande École. Et donc, ce que tu disais, Antoine, c'est que toi, celui qui t'intéresse, c'est celui, un des 3 des grandes écoles, ça. Exactement. Et pourquoi c'est celui qui t'intéresse le plus? Du coup, moi, ce sera cybersécurité, infrastructure et logiciel parce que c'est celui qui apporte le plus de connaissances techniques. Okay. Et que c'est vraiment la partie qui m'intéresse, alors que, par exemple, cybersécurité SI et gouvernance, ce sera plus du coup la partie gouvernance de la cyber, où après il y a la majeure cybersécurité cloud qui elle est plus concentrée exclusivement sur le cloud. Ok. Donc la cybersécurité, c'est ton truc. On l'a bien compris et on voit que tu es passionné de ça. Et à ce titre, et j'en parlais en introduction, donc tu présides l'association C'est Effray. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc C'est Effray, c'est pour CTF Effray, donc c'est Capture the Flag. C'est un autre type du coup d'entraînement au hacking, entre guillemets, parce que donc le bug bounty, ça va être vraiment des entreprises qui vont aller voir... Alors après, le bug bounty, c'est pas de l'entraînement. Oui, c'est pas de l'entraînement, voilà, justement, c'est ça. Mais oui, pour certains, bug bounty, c'est vraiment, on met ses connaissances à profit pour trouver des failles. CTF, ça va être plus guidé en général. Okay. Donc ça va être des épreuves qui ont été designées spécialement pour l'exploitation d'une certaine faille. Okay. Donc il y a plein de domaines qui existent. Il y a le web qui consiste donc à hacker des sites web comme ce qu'on utilise tous les jours. Le reverse qui va être plus sur des programmes, des logiciels qu'on installe sur son ordinateur et il faut trouver comment ils fonctionnent sur certaines parties précises. On va avoir la forensique, donc là qui est ce que la police scientifique fait. Donc, par exemple, quand ils récupèrent un téléphone, un disque dur, pour récupérer, pour lire les données et récupérer des informations qui pourraient être intéressantes. On a aussi l'OSINT, donc qui est la partie entre guillemets la moins technique de toutes les disciplines que j'ai citées, qui est de la recherche en fait, de la recherche sur Internet. On cherche des données sur une personne, une entité, pour accumuler un maximum d'informations et savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Et une autre discipline, ça va être la stéganographie, par exemple, où là on nous donne une image ou un enregistrement vidéo, audio, et il y a une donnée qui est cachée à l'intérieur et il faut trouver cette donnée. On ne sait pas comment, mais il faut le voir. Et d'ailleurs, tu nous as préparé un exemple de la stéganographie. Stéganographie, c'est compliqué pour moi. Est-ce qu'on peut le passer à l'écran? Et est-ce que, Antoine, tu peux nous expliquer du coup ce principe? Donc, ça ne sert à rien de scanner le QR code pour ceux qui se demandent.
essayez d'ailleurs, c'est marrant. Donc voilà, le challenge, c'est une image. Donc là, en l'occurrence, c'est un QR code, mais c'est pas vraiment ce qu'on croit. Premier outil qu'on va utiliser en général en stéganographie, ça va être, en tout cas sur de la stéganographie d'image, c'est pour tester si on a ce qu'on appelle un LSB, donc Least Significant Bit. Donc en gros, on va avoir des toutes petites différences de couleurs dans l'image et on a un outil génial qui s'appelle Aperisolve qui nous permet, donc on importe l'image et il nous sort tout un tas de... quel QR code intéressant. Et il nous sort l'image et il nous sort toutes les versions possibles de l'image avec donc tel ou tel code couleur accentué. Donc là par exemple, on l'a fait pour le rouge, le vert et le bleu. Alors on voit pas forcément bien, mais en gros, quand on prend les carrés noirs dans les QR codes, ça nous donne d'autres QR codes qui sont donc un en rouge, un en vert et un en bleu. Et quand on les décode, donc pour ça on va utiliser un deuxième outil, on va lire le QR code. Et c'est du base64, donc on va utiliser un nouvel outil incroyable qui s'appelle CyberChef, qui a été développé, si je dis pas de bêtises, par la NSA, c'est ça ou je sais plus. Je sais pas, je suis pas sûr. Peut-être. Non, c'est Ghidra qui a été développé. Oui, Ghidra. Je dis des bêtises. Et donc CyberChef qui nous permet donc anglais, de. CyberChef. Quoi ? Pas de bêtises, c'est anglais. Ah oui, c'est anglais. C'est le MI6, MI5, je sais plus. Bon. Qui nous permet de lire le. Donc là, en l'occurrence, on va décoder le base64 et le reconvertir en image. Parce que du coup, c'est une autre image qui est dans ces 3 QR codes, qui est encore un QR code. Et du coup, la dernière partie, on décode le QR code et ça nous donne le flag. Donc, pour ceux qui l'ont reconnu, c'était un challenge de la Cyber Night. Qu'est-ce que c'est ? La Cyber Night, c'est le CTF qu'on organise avec les frais. Une fois par an, donc fin novembre. C'est environ 300 étudiants réunis pendant 11 heures à essayer de casser en équipe les quelques 70 challenges qu'on leur a préparés dans toutes les catégories. Donc le but, c'est pas de tout réussir à casser, c'est d'en faire un max pour avoir le meilleur score. Et chacun a accès à des outils comme celui-là. Et chacun a accès à des outils comme celui-là, par exemple, qui sont publics, qu'on peut trouver sur Internet très facilement. Et donc, ensuite, ça sert d'entraînement pour choisir aussi les membres de l'équipe qui partiront ensuite au Forum Unicyber et qui représenteront l'école sur les différentes challenges de CTF. Mais à un autre niveau. À un autre niveau, du coup. Ok. Tu parlais tout à l'heure, Lucas, du fait que tu revenais d'un week-end de CTF. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose en fait, de très global. Et en fait, il y a énormément de choses qui sont faites autour de ces compétitions. En fait, pour beaucoup de hackers, en tout cas de ma génération, c'était le seul moyen d'apprendre la cybersécu. Le CTF, dans les écoles, il y avait peut-être un module sur une banque. Enfin, c'était vraiment 2 heures par mois pendant 6 mois, et puis c'est tout, quoi. Et donc c'était un peu vraiment le moyen d'apprendre, et là c'est aussi l'endroit où on allait rencontrer pas mal de monde. Ce genre de compétition, on se retrouve aussi des fois sur place pour les faire. Moi j'ai créé plein d'amitiés avec plein de gens de la communauté de cybersécurité comme ça, que ce soit en France ou à l'étranger. Et finalement c'est une sorte de... Ça peut être un jeu vidéo de puzzle en fait, sauf que c'est une LAN en fait. Ouais, il faut le voir comme ça. Ça dure 24 heures, ça sent la transpiration et on mange des chips, quoi. Bien résumé. Et on ne dort pas, Non, j'exagère un peu, ça peut être pas toujours comme ça, mais... Et est-ce que du coup, alors vu que vous parlez presque de LAN, est-ce que du coup il y a un e-sport de CTF? Est-ce qu'il y a des équipes de CTF à très haut niveau? Il y a un classement général où en gros, mais qui est auto-géré par les équipes en fait, où on dit pour chaque événement, cet événement valait tant de points parce qu'il est plus ou moins dur. Et en prenant le top 10 de ces events à l'année, on a un classement mondial. Et donc tu fais partie d'une équipe, tu fais ça toujours avec les mêmes personnes? Ouais, moi je joue avec The Flat Network Society. Donc, c'est une équipe de potes franco-polonaise, on a quelques jours.
Et vous faites ça en France ou même complètement ailleurs? Beaucoup on est coqués sur Internet, on fait beaucoup en France, mais on en a fait... en fait, on en fait plus à l'étranger qu'en France. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'événements en France qui sont soit réservés aux étudiants, soit orientés étudiants. Et on n'a pas envie de venir alors que nous, on est un peu plus vieux, etc. Juste pour, plus d'expérience pour faire les malins. Ouais. Moi, ça fait 13 ans que j'en fais du CTF. Ok. Plus, donc ça ne m'intéresse pas dans le CTF comme ça. Mais il y en a quand même qui sont durs en France sur lesquels on vient jouer. Et on essaye de faire du mieux qu'on peut parce qu'il y a quand même d'autres équipes qui sont en forme, qui sont motivées pour faire des bons scores. Et là, je reviendrai d'un événement en Suisse qui était Insomniac. C'était la finale d'un gros événement suisse. Où tu n'as pas dormi du coup? On n'a pas dormi, non. C'était toute la nuit. Ok. Et du coup, Antoine, tu avais déjà fait des CTF avant de présider l'association? Alors, j'ai commencé à... Oui, j'avais fait pas beaucoup, mais j'avais fait quelques CTF. J'ai commencé à présider l'association très tôt quand je suis rentré à l'EFRE, donc j'avais pas encore beaucoup d'expérience. J'ai pas mal appris sur le tas. Mais du coup, depuis, oui, j'ai fait pas mal de CTF. Est-ce que tu es dans une équipe aussi qui a un petit nom sympa ou pas? Ouais, carrément, celle-là. Ah ouais, d'accord. Genre, ça fait la promo en direct. Ça fait la promo, l'équipe de l'EFRE en fait. Ok, ah oui, ok. Voilà, donc qui avant s'appelait Overflow, qui cette année s'appelle CTFRE. Ah d'accord, il y a eu un rebranding. Voilà, il y a eu un rebranding. Ok, top. Bien, maintenant qu'on s'est intéressé à la façon dont on pouvait se former en cybersécurité, on va maintenant s'intéresser aux nouvelles technologies et aux enjeux et problématiques de la cybersécurité. J'aimerais maintenant qu'on aborde les défis qui se posent côté cybersécurité, notamment liés aux nouvelles technologies, puisque j'imagine qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, des nouveaux logiciels, des nouveaux produits, le mode opératoire des cybercriminels change. Tu en parlais, Lucas, tout à l'heure sur le fait qu'il y a un peu ce jeu de chat et la souris entre les cybercriminels et les hackers éthiques ou toute autre institution qui lutte contre. À quel point aujourd'hui les hackers s'intéressent et se mettent à jour sur cette nouvelle technologie? Est-ce que oui et non, j'imagine que ça a un impact évident, mais est-ce que ça l'aide tant que ça? Moi, je pense que ça aide beaucoup, mais c'est parce que si l'outil aide en général, il va les aider aussi. Ouais. On pense principalement au LLM et à tous ces outils d'IA générative. Et effectivement, oui, ça aide. Si on veut générer des courriers qui ont l'air d'être vrais facilement pour arnaquer quelqu'un, c'est plus simple. Si on veut même automatiser une grosse partie de l'arnaque, ça coûte moins cher. Après, est-ce que ça coûte tant moins cher que ça? Je sais pas, parce que si on bosse dans une mafia avec des gens qui sont coincés et qui sont obligés de bosser gratuitement, finalement, peut-être que l'abonnement de ChatGPT est plus cher. Ouais. C'est triste, mais je pense que ça aide, oui. Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut légiférer l'outil, parce que ça permet? Je pense pas. Tu parlais des LLM, effectivement, il y a ce sujet de l'IA générative qui explose depuis 2 ans et qui a une énorme hype. Mais au-delà de la hype, on se rend compte ces dernières années qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y a certaines choses qui fonctionnent très bien, d'autres pas encore. Les choses feront peut-être que cette techno prendra en maturité et ça deviendra peut-être ce que l'on espère que cela sera. À quel point, du coup, l'IA générative a un impact aujourd'hui dans ce domaine? On imagine que le machine learning, donc ces systèmes de prédiction, de recommandation que l'IA peut générer en repérant des schémas récurrents, j'imagine, à mon humble échelle, que ça a pu impacter le monde de la cybersécurité. Mais l'IA générative, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, c'est vraiment plus sur les côtés d'usurpation d'identité, des choses comme ça, où je trouve que c'est le plus risqué. Après, c'est pas d'un point de vue spécialement technique, elle va pas débloquer des portes qu'on n'avait jamais vues. Ouais. Parce qu'une IA générative, des LLM comme ça va donner un peu une moyenne de ce qu'elle a appris. Ouais. Et du coup, elle va pas être très innovante, en fait. Okay. Et vu que des nouvelles attaques, ça va forcément être quelque chose de très innovant. Fais pas trop de soucis à ce niveau-là, ça va juste... Ça permet d'accélérer l'apprentissage. C'est-à-dire d'avoir un espèce d'assistant qui répond à toutes nos questions rapidement et d'avancer, d'aller plus vite dans le développement. Mais ça, c'est pareil. On va inventer une autre forme de développement plus légale. Oui, puisqu'on a des outils aujourd'hui qui permettent de créer du code avec de l'IA générative. Alors, le problème de ces outils-là aussi, c'est qu'ils génèrent du code
qui sont pleins de vulnérabilités. Oui. Ouais. Moi, je m'en sers dans mes workshops quand je fais des entraînements de sécu. Je demande à ChatGPT ou à un autre de me générer une fonction. En fait, je dis pas une fonction vulnérable, je dis tiens, j'ai moi quelque chose qui fait ça. Ouais. Et juste en appuyant sur entrée, le code se génère, ça marche à tous les coups, et à chaque fois, cette fonction elle est vulnérable, et je m'en sers comme exemple pour tout le reste de la leçon en disant partant juste de ça. Ah ouais, fascinant. Et si on n'a pas la capacité de voir que cette fonction est vulnérable, elle a l'air tout a l'air très safe, tout a l'air très bien, mais non, il y a un petit détail qui fait que ça peut être dangereux. Et pendant longtemps, pour le développeur, on disait aux développeurs de pas trop se reposer sur plein de librairies de fonctions qui font tout à notre place et un peu de savoir quand même refaire comment ça marche, etc. Et il y a eu beaucoup d'attaques qu'on a vues de supply chain qui ont eu lieu ces dernières années où du coup, au lieu d'attaquer directement un produit, on va attaquer les chaînes d'avant dans le produit. Et du coup, là-dedans, les développeurs ont un peu peur de ces librairies, donc à la place se tournent vers ces fonctions d'IA pour finalement générer ces bouts de code qu'on n'a pas envie de faire soi-même. Et là où avant on allait prendre une librairie, donc on s'exposait à des surfaces d'attaque, on va dire de supply chain, maintenant la surface d'attaque, on va se retrouver avec des bugs dans le code parce qu'on a demandé à l'IA de générer un code qu'on n'est pas capable de comprendre. À voir. Et puis il y a la notion d'agent aussi dont on parle aussi beaucoup, à savoir est-ce qu'on va arriver à avoir presque enfin c'est comme ça que ça est représenté aujourd'hui, des espèces de mini-ouvriers informatiques numériques qui vont travailler d'eux-mêmes à générer des actions bien précises. Je pense que ça va aller s'améliorant, mais pour l'instant, on entend les grosses boîtes qui disent qu'ils ont licencié tous leurs employés pour faire que de l'IA, mais toutes les boîtes qui disent ça, ils vendent de l'IA. Donc je sais pas trop encore quoi en penser. Ouais. Je pense que oui, ça va accélérer le taf des développeurs, mais à remplacer, pour l'instant, je suis pas sûr. Parce que justement, à chaque fois que je veux m'en servir parce que j'ai la flemme de faire quelque chose, j'arrive jamais à lui faire quelque chose de qualité. C'est ça qui me dit que... Alors peut-être que je paye pas assez cher et que j'utilise pas le bon modèle et qu'on va me dire non, mais c'est pas le bon, etc. Peu importe lequel je cite. Ouais. Mais non, je pense qu'on a encore un peu de marge. Mais faut pas juste ignorer le fait que ça existe. Il y a une question de Arturito qui nous dit est-ce qu'il commence à y avoir des bug bounty qui concernent du prompt hacking pour certaines intégrations de LLM? Alors oui, mais en fait la plupart le font déjà. Mais il faut savoir que toutes les entreprises ne sont pas considérées que d'arriver à modifier le prompt ou à de leaker un prompt, c'est considéré comme une sécurité pour eux. Si tu arrives à détourner leur IA pour faire bypasser des paiements, aller voler des informations de comptes qui ne sont pas les tiens, etc., tu sois passé par l'IA ou par autre chose, finalement, ça nous importe peu. Et c'est le fait que c'est le résultat qui va compter. Donc, prompt injection, je dirais que c'est juste une manière d'arriver à un but. Et c'est ce que tu vas trouver à la suite de ça qui va plus ou moins valoir une récompense. Arriver à faire que l'IA dans son chat perso lise une insulte, ouais, c'est rigolo, mais ça va pas suffire à prouver une attaque ou quelque chose qui va déclencher une rémunération. Toi, Antoine, est-ce que tu utilises de plus en plus des outils d'IA générative ou est-ce que autour de toi c'est le cas? Pareil pour les STEF, est-ce que c'est quelque chose qui arrive ou tu regardes ça de loin et tu te dis on verra quand ce sera plus mature? J'utilise déjà pas mal des outils d'IA générative, que ce soit du coup pour accélérer mon taf quand je bosse, parce que je fais aussi à côté un peu de développement. Okay. Et c'est vrai que des fois, sur des trucs très simples, mais parfois un peu répétitifs, c'est pratique d'avoir une IA qui complète à notre place en fait. Okay. Tu parles de code ou tu parles sur du code. Ok. Je m'en sers aussi en CTF parfois quand il y a des challenges où j'ai pas d'idée de où chercher. Okay. Je lui envoie le fichier et je lui dis où est-ce que pourrait y avoir des trucs. Bon, la plupart du temps ça sert à rien, mais des fois il trouve des trucs. Ok, comme un moteur de recherche en fait. Voilà, c'est comme un moteur de recherche. Mais l'intérêt c'est qu'il va être plus, il va sortir plus de réponses dédiées à précisément ce que tu fais. Okay. En fait, il prend vraiment en compte le contexte, contrairement à un moteur de recherche classique. Ok. Il faut faire gaffe parce qu'il dit jamais qu'il sait pas le modèle de l'IA. Oui, aussi. Alors qu'un moteur de recherche, au bout d'un moment, on fait des recherches et il n'y a plus de résultats. Aucun résultat. Parce qu'il n'y a pas l'information, alors que le LLM a souvent tendance à toujours vouloir donner une réponse. Et du coup, même si tout est faux. Okay. Et il y a un moment où il faut arriver à se rendre compte que la discussion n'a plus d'intérêt parce que on est parti en hallucination et si on n'arrive pas à se rendre compte de ce moment où ça a chaviré, c'est foutu. Quoi. Pour pas abandonner les mêmes infos en boucle, il n'y a plus rien qui fonctionnera correctement. Oui, ce qui pose de vraies questions sur est-ce que ça me fait tant gagner de temps que ça?
Pour les tâches faciles, oui. Ouais. Facile mais fastidieux. C'est le parfait outil. Quelque chose qui demande plus de réflexion ou... Ouais. On verra ça va perdre du temps, je dirais. Qui demande d'être intelligent. Qui demande d'être intelligent, oui. Est-ce une intelligence artificielle? Peut-être pas. Même question sur le sujet de l'ordinateur quantique, qui est un sujet, j'ai l'impression, dont on parle et reparle depuis des années, avec cette course des GAFAM sur qui va réussir à créer la première offre qui tiendra la route. Dernière information en date, c'est Microsoft qui a annoncé sa première puce quantique qui s'appelle Majorana. Même question, est-ce que le quantique est quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement? Il y a un peu ce fantasme, enfin, moi je suis ça de très loin, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce fantasme de oui, mais il va y avoir tellement de puissance de calcul qu'on va pouvoir craquer des codes tellement vite. Est-ce que c'est quelque chose qui est une réalité ou quelque chose qui est une problématique, on pourrait dire, qui a du sens ou pas vraiment? Il y a les deux en fait. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qu'on utilise actuellement qui pourront être cassés par les ordinateurs quantiques. Ouais. Mais on a aussi des algorithmes qui existent déjà qui, eux, survivent au quantique en fait. Le problème, c'est juste comme d'hab, une évolution. Est-ce qu'on est capable de suivre l'évolution de ces nouvelles machines qui sont capables de nouvelles choses? Et est-ce qu'on est prêt à que ces nouvelles choses arrivent? Il y avait, avoir des logiciels pour craquer des passwords il y a quelques années, c'était illégal parce que les machines étaient devenues puissantes. Il y avait peur cette machine, ce logiciel peut craquer les passwords, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui teste au hasard en boucle des trucs. Donc ça va être ça, on va pas interdire des algos parce que ils pètent des clés, quoi. L'idée, c'est de trouver un autre moyen maintenant de se protéger et d'avoir un peu une longueur d'avance, quoi. Après, moi, je suis pas un expert en quantique du tout, donc je vais pas m'aventurer beaucoup plus loin. Mais... Personne ne l'est ici, je crois, à moins qu'Antoine... Non plus. Qu'est-ce que tu en penses du quantique? Tu suis ça un peu ou pas trop? Je suis un peu de loin aussi. Mais en tout cas, de ce que je sais, alors oui, ça va être puissant pour certaines tâches spécifiques. Donc, par exemple, effectivement, craquer une clé RSA, typiquement. C'est le RSA, du coup, qui est la base du chiffrement de pas mal d'applications aujourd'hui. Ok. Ça, effectivement, c'est l'algorithme de Shor et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant quand exploité par un ordinateur quantique. Mais après, est-ce que ça va permettre de tout casser partout? Non. C'est puissant pour ces applications spécifiques, mais ça va pas remplacer un ordinateur classique comme ça, par magie. Okay. Bien. Maintenant qu'on s'est intéressé à ces enjeux tech, et avant de terminer cette émission, je vais vous interroger chacun pendant 30 secondes sur les thématiques que l'on a abordées tout au long de l'émission, avec une petite explication que je vais vous demander lorsque vous devrez répondre vrai ou faux. C'est le debug tech. Lucas, je vais commencer avec toi. Donc, vrai ou faux? Je vais te poser donc quatre petites questions et j'ai besoin de ta réponse. Vrai ou faux? Le hacker est un criminel qui s'enferme chez lui pour programmer des attaques massives et malveillantes. Faux. Pourquoi? Parce que c'est pas la définition de hacker. Non. Ok. Vrai ou faux? Mark Zuckerberg est considéré dans la communauté des hackers comme un grey hat depuis son piratage de la base de données d'Harvard lorsqu'il était étudiant. C'est faux. D'ailleurs, on a dit qu'il était black hat. Non, ouais. Vrai ou faux? YesWeHack est une plateforme qui aide les entreprises à référencer leurs programmes de bug bounty auprès d'une communauté d'hackers éthiques. C'est vrai. Et j'étais obligé de finir par ça. Vrai ou faux? C'est chic d'être hacker éthique. C'est vrai. Et tu en es un très bel exemple. Merci Lucas. Antoine, la cyberattaque représente le principal risque auquel se confronte une entreprise aujourd'hui, selon l'assureur Allianz. Oui. Et on embrasse Allianz, évidemment. Vrai ou faux? Tu vas aller chercher les 50 000 € de gains du programme de Bug Bounty de Doctolib sur YesWeHack dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne sais pas, mais je vais aller le chercher.
On te le souhaite en tout cas. Vrai ou faux, les frais proposent différents programmes spécifiques pour se former en cybersécurité? Vrai. Et vrai ou faux, les CTF sont des compétitions de cybersécurité où le vainqueur remporte un énorme drapeau qu'il remettra en jeu à chaque nouvelle édition? Allez, je vais dire vrai. Merci beaucoup à vous deux. Avant de finir cette émission, je vais vous annoncer les grands gagnants du jeu que nous vous avons proposé. Donc, il y a VXWed, Caligals SW et Sacha W8. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit jeu. Merci à vous deux. Antoine, Lucas, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouvera peut-être dans une compétition de CTF si un jour je m'y aventure. Merci à toutes les personnes qui ont permis à ce que cette édition se réalise. On se donne rendez-vous en mai prochain pour une prochaine édition du Hub. Merci à toutes et à tous d'être venus et à la prochaine.